Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les infos qu'il vous faut. C'est notre 58e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de presse. Guerre contre Boko Haram, les terroristes dans le viseur de la première puissance militaire du monde. Le déploiement d'un contingent de 300 américains a commencé dans la ville de Garoua. Objectif, conduire des opérations de surveillance et de reconnaissance le ligne de front. Les DIAS débarquent en allié du Cameroun dans un contexte où les hordes barbares et moyenâgeuses de Boko Haram ont été frappées par nos vaillants soldats et ces terroristes qui vivent certainement leur recul. Le 2 octobre, face à ses responsabilités pour une obligation de résultat, réunie en conseil ministériel jeudi dernier, l'équipe de Philemon Yan a reçu des directives sans équivoque du chef de l'État. Ce gouvernement doit faire plus et mieux pour combler les attentes légitimes des Camerounais qui ont leurs conditions de vie changées. Scène de presse prolonge la action avec des propositions d'outils pour être plus performants. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition de Scène de presse. L'émission, la revue de presse bien sûr, mais aussi le focus du soir, Laurent Serge Tundingwa, ministre des PME, le portrait de la semaine, Grégoire Ndiaye, nouveau directeur général de l'UAR, le zooming sur l'actu de la fin prochaine de la polio au Cameroun. Scène de presse, c'est aussi les unes du lundi. Émission pour la primeur de l'info dans cette édition. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mise en scène par Gisèle Ongene. Le responsable de la communication à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, porte un prénom qui le prédispose à être toujours comblé chez les Hébreux. Simon, il peut nous convaincre cette conviction de voir ses vœux exaucés à volonté. Ce colloque est un chargé d'études et ancien responsable de la communication à l'ANAFOR. Souriant et incisif dans ses analyses, l'animateur de l'émission Espace politique pour le compte du RDPC TV compte parmi les journalistes issus de la 30e promotion de l'ESTIC. Son expertise comme chef de desk politique au journal L'Action lui a donné une maîtrise des acteurs, une bonne connaissance du système politique camerounais. Le regard qu'il pose sur ce qui s'est dit le 15 octobre au cours du premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement octobre 2015 pourrait bien vous surprendre. Benjamin Gérard Assouza est un nom et un visage bien connu des médias nationaux et surtout du milieu des télécommunications. Moulu à la il est aujourd'hui Communication à Camtel, Cameroun Telecommunications. Conscient que les Camerounais sont déçus de l'inefficacité des opérateurs de téléphonie mobile en matière d'accès à la 3G et à la 4e génération, il est plutôt confiant de faire savoir aux consommateurs que l'entreprise que chapeaute David Nkoto-Emane se soucie de leur confort. La preuve, ce sont ces liens qui se tissent sous l'eau avec la Chine et le Brésil pour un câble sous-marin de fibre optique ultra moderne. Aussi resplendissante que l'un de ses prénoms, qui signifie vivante chez les latins, Viviane Madeleine Ondoa-Biwole, le directeur général adjoint de l'ISMP, l'Institut supérieur de management public, devrait vivre des bousculades à sa porte depuis la parution de son titre « Au secours, je suis patron ». Ancien inspecteur général au ministère de la fonction publique, cette ancienne sous-directeur de la recherche et du développement à l'ISMP, formé au Canada en management, saurait prescrire au gouvernement les médicaments qu'il lui faut pour guérir des lentes maturations des projets, des blocages de tous azimuts, de la sous-consommation des crédits et même de la mauvaise qualité de la dépense, parce qu'elle connaît les normes de gestion. Ce docteur en entrepreneuriat fait surtout la fierté de l'université de Ngaoundéré. Chéri et aimé, voilà ce qu'impose en hébreu le prénom David à cet administrateur civil principal camerounais, David Aboué-Machoy. C'est un ancien secrétaire général à la présidence de la République dans les années 85. Nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en novembre 86, il a plusieurs fois été secrétaire général de ministère. Diplômé de l'ENAM en 1969, il est au départ un licencié en droit formé à l'Université de Yaoundé.
La planification et l'aménagement du territoire n'ont aucun secret pour celui qui a eu à remplir les fonctions de gouverneur dans la région du Sud-Ouest et dans la région du Nord-Ouest dans les années 75. Dites-moi donc, après un tel parcours, est-ce que celui qui a contribué à la rédaction de l'ouvrage « 50 ans de réforme de l'État au Cameroun, stratégie, bilan et perspective » paru chez l'Harmattan, pourrait manquer d'arguments pour suggérer astuces et tactiques afin de relever les défis des grandes ambitions, à court terme, même à long terme, puis et surtout sur l'organisation des cannes masculines et féminines de 2016 et de 2019, sans oublier la mise en route effective du plan d'urgence. Le véhicule, il est automatique, il a un habitacle vraiment sophistiqué. C'est vrai que la technologie, elle est intermédiaire entre la technologie classique et la technologie nouvelle. Et ce véhicule a une particularité, c'est que même si ça subit un dommage tactique, ça veut dire que il y a des éclats d'un obus à l'intérieur, notamment sur les roues. Les roues peuvent tenir, ça ne crève pas. Et vous avez encore une autre particularité ici à l'intérieur, c'est que le socle à l'intérieur du dispositif protège les éléments contre toutes sortes de dégâts. D'abord, le niveau de protection est un niveau Stanak numéro 3. Ça veut dire que ça peut supporter les tirs de 12,7, les tirs des roquettes de 20 mm jusqu'à 30 mm sans être perforé. En tant qu'apport au niveau du combat, ça va donner beaucoup plus maintenant de fluidité à nos hommes. Ça va leur booster le moral. Et au cas où nos hommes sont coincés, on peut envoyer ce véhicule à un groupe de commando de les délivrer en sécurité, n'ayant plus peur des mines ou des attaques suicides. C'est l'autre fait majeur de l'actualité cette semaine au Cameroun, le début du déploiement du contingent de 300 soldats américains au Cameroun, un déploiement accompagné donc de ce don de blindés des Américains à l'armée camerounaise, et jamais l'armée camerounaise n'a eu dans son arsenal des blindés d'une telle efficacité opérationnelle. On va accueillir Simon Mayanga, qu'on n'a pas vu dans la galerie des portraits des invités. Simon Mayanga est bel et bien là. Bonsoir Simon. Bonsoir Aimé Robert Biyina. Je salue tous les téléspectateurs de la CRTV et particulièrement ceux de votre programme tant regardé par nos compatriotes et puis par les amis du Cameroun. C'est un lapsus tout à l'heure, on vous a bien vu. Alors je voudrais dire que on va dire que cette actu majeure, déploiement des soldats américains et bien évidemment ce don de blindés impressionnant qu'on n'a jamais eu dans notre arsenal militaire, c'est dire que les Américains, ce sont des amis qui nous veulent du bien. Oui, ce sont des amis qui nous veulent du bien. Et avant que les amis vous veuillent du bien, il faut bien qu'ils se rendent bien compte que vous êtes capable de vous battre, vous êtes capable de vous défendre, qu'il y a au moins un socle sur lequel ils peuvent fonder leur soutien qu'ils veulent vous apporter. Je voudrais dire que le soutien américain est bienvenu, même si j'ai lu ici ou là dans les réseaux sociaux quelques réserves de nationalistes qui pensent que bon, c'était un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Quelques nationalistes qui pensent que nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité faisaient déjà bien l'affaire, mais c'est tant mieux. Un tien vaut mieux que deux tu auras. Nous avons eu beaucoup de promesses d'appui de la part de nos amis, de la part des amis du Cameroun pour soutenir nos efforts, les efforts de la population camerounaise, les efforts des forces de défense camerounaises face à la secte nébuleuse Boko Haram. Voilà que les États-Unis arrivent, certainement au courant des résultats de nos forces de défense et disent on vous apporte un appui déterminant et c'est tant mieux. Un appui que le Cameroun accueille à bras ouverts, et le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakary, que nous avons eu au téléphone ce soir, insiste pour en appeler au nom du président de la République, en appeler aux populations camerounaises de la ville de Garoua et de l'ensemble du pays pour réserver un accueil chaleureux à ces soldats américains qui débarquent en alliés
du Cameroun. Et nous allons forcément revenir sur les implications géopolitiques de ce débarquement pour la première fois des DIA sur le sol camerounais dans nos prochaines éditions de Scène de presse. Retour à l'autre fait majeur de l'actualité de la semaine, le conseil ministériel marqué par un rappel important du chef de l'État, d'abord sur l'importance des CAN 2016 et 2019, deux événements sportifs ô combien importants que se prépare à accueillir, à organiser notre pays. De la bouche même du chef de l'État, ce sont donc des défis importants que le gouvernement doit impérativement relever. Alors, je voudrais accueillir Benjamin Gérard Souzor sur cette question. Bonsoir Gérard. Bonsoir Rémy Robert, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le président de la République parle donc de défis importants à relever et on est souvent tenté de voir au premier regard uniquement le défi en infrastructure sportive, mais une CAN c'est bien plus que cela. C'est des défis en infrastructure des télécommunications, pour parler de votre cœur de métier, mais c'est aussi infrastructure routière, de transport, hospitalière, hôtelière, et j'en oublie. Simplement parce qu'un événement comme celui-là n'est pas un événement touristique, c'est un événement économique. Dans sa plus grande partie, c'est un objectif qu'un peuple tout entier doit atteindre dans l'ensemble de ses démembrements. Par conséquent, il ne faudrait surtout pas que les uns et les autres pensent qu'il s'agit d'attendre voir un ensemble d'hommes en godasses, en short et en maillot pour courir derrière les ballons. Il faudrait bien qu'on pense aussi que le Cameroun a tout à gagner de cet événement-là. Et pour gagner par les temps qui courent, il faut bien savoir s'organiser. Et s'organiser suppose qu'on a tout ce qu'il faut pour que le pays soit crédible aux yeux de ceux qui nous ont confié cette organisation. Crédible aux yeux de ceux qui nous ont confié cette organisation en nous assurant que le cahier de charges pour lequel nous avons été choisis est effectivement respecté. Et surtout que nous sachions que lorsque la CAN va finir, dans les comptes que nous allions faire des bons pour notre pays financièrement parlant, au point de vue de l'image, au point de vue de l'hospitalité, au point de vue de ce qui va devoir apporter, je reviens sur cette image, ce qui ne laissera pas à certains l'idée d'un Cameroun qui n'attendait pas la CAN. Vous savez, depuis un certain temps, il y en a qui ont pensé que peut-être on nous retirera l'organisation de cette CAN parce que ça ne donnait pas l'impression qu'un pays attendait quelque chose. Et la communication du chef d'État vient comme une piqûre de rappel pour indiquer que le Cameroun va et doit organiser cette CAN dans les conditions optimales. Et il faudrait surtout que lorsque le chef d'État a redonné de la vitesse à tout ce qui doit être fait pour que nous parvenions à cet objectif noble, que tous ceux qui en ont la charge se rendent à l'évidence que ce n'est pas les sportifs qui attendent la CAN, c'est tout un peuple qui attend la CAN. Alors la CAN, Simon Mayanga, dans une autre vie de journaliste, vous avez été reporter sportif, vous avez même couvert des CAN. Quelques CAN, bien organisées ailleurs. Tout à fait. Donc vous serez dans toute aise de pouvoir établir des comparaisons. La CAN, c'est donc d'abord aussi des infrastructures sportives. Certaines sont déjà sorties de terre, notamment le stade de Limbé, le stade de Bafoussam aussi achevé quasiment à 95%. On s'en réjouit. Mais au risque de jouer les rabat-joie, quand on voit ces deux premiers stades qui sont les spécimens, les fleurons de notre programme d'infrastructure sportive, on se rend quand même compte que le stade de Limbé, comme le stade de Bafoussam, sont des stades non couverts. Tout à fait. Est-ce qu'en 2015, on doit applaudir des deux mains qu'on se satisfasse encore de ce type de stade qui doit pouvoir être opérationnel dans 10, 15, 20 ans? Je dis oui et non. Oui et non. Oui, on doit se satisfaire parce qu'on part de rien. On n'avait rien. Vous connaissez le débat, j'allais dire déjà éculé, sur l'existence ou alors la construction d'infrastructures sportives au Cameroun. C'est un débat qui court depuis des années déjà. Mais alors quand on a l'occasion de le faire, pourquoi ne pas le faire? Justement, il faut bien qu'on soit futuriste. Il faut qu'on se projette vers le futur, vers l'avenir. En rappelant la forte pluviométrie à Limbé. Tout à fait. Et même aussi à Bafoussam. Tout à fait. Maintenant que vous soulevez le problème, parce que, dites-vous bien, les stades, justement celui de Bafoussam, c'est des stades qui ont été faits sur la base d'une
programmation, d'une planification qui n'avait pas tenu compte soit de l'existence d'un certain nombre d'enjeux, tels que celui que vous évoquez sur la pluviométrie. C'était des vieux projets qu'on a ressortis, mais maintenant je pense que il aurait été intéressant que l'on réactualisât, n'est-ce pas, les projets. Il est encore temps. Il est encore temps, mais parce que les cabines de presse sera à ciel ouvert. Donc, en cas de pluie, les techniciens, maintenant que cela est soulevé, les techniciens auront le temps de réajuster. Justement, on peut avoir le temps de réajuster en termes de budget ce qu'il doit être fait pour que les stades qui sont mis en œuvre, qui sont construits, soient aux normes internationales, qui sont un peu comme les stades qu'on a connus un peu ici ou là, avec toute la technique qu'il y a, avec toutes les normes internationales en termes et qu'ils soient des stades viables sur la durée, sur longue durée. Tout à fait. Parce qu'on a attendu depuis 72 pour une CAN. Si on l'organise en 2019, on va encore attendre longtemps. Autant en profiter véritablement. Autant en profiter au maximum, qu'on mette des infrastructures très modernes, qu'on fasse des stades qui sont des stades futuristes, qui sont des stades qui respectent les normes aujourd'hui internationales, qui font la crédibilité des pays organisateurs. J'accueille Viviane Ndoabiolé, bonsoir. Bonsoir Aimé Robert. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes une fan de foot, oui. et une CAN, on l'organise aussi pour la gagner. Donc la CAN 2016, les CAN 2019, on espère les gagner. Alors nos filles qui vont descendre à l'arène de 2016, elles n'ont jamais gagné de CAN. Leur meilleure performance, à chaque fois, elles ont été finalistes. Et cette fille était dans une belle dynamique après une belle Coupe du Monde. Et là, elles connaissent un coup de mou, pour ainsi dire. Elles ont perdu la finale des Jeux africains. Elles ont été éliminées cet après-midi, à la grande surprise, par le Zimbabwe. On embraye sur les hommes, les grands lions qui inquiètent, avec une reconstruction qui bégaye, qui balbutie. Même le président de la République s'en est inquiété jeudi dernier en conseil ministériel. Ben, ça, c'est des faits, et les faits sont têtus. Moi, je pense que maintenant que nous sommes face à ces faits-là, certaines personnes qui ont des responsabilités plus importantes dans le choix des joueurs également, dans l'organisation des jeux, doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je pense qu'on a suffisamment de temps. Enfin, pas suffisamment. On doit pouvoir gérer le temps que nous avons pour relever les principaux défis. Et moi, pour revenir à la discipline qui est la mienne, il faudra bien qu'on réussisse les recrutements. Je pense que si on ne biaise pas au niveau des recrutements, on pourrait trouver de bons talents. Et je fais confiance aux responsables en place. Je sais qu'ils savent également qu'en ce qui concerne le foot, c'est un jeu qui se joue à ciel ouvert, contrairement au stade qu'on décrit, mais au moins les résultats seront là, les fans vont suivre et on n'a pas droit à l'erreur. Alors, madame, messieurs, je vous propose de revisiter les autres faits saillants de l'actualité de la semaine dans cette revue de presse, le meilleur de l'info, dans le meilleur tableau de la place, une signature de Lucrèce Medunjemba. Paul Biya met la pression. C'est ce que Cameroun Tribune retient du conseil ministériel qui s'est tenu jeudi dernier au Palais de l'Unité. Selon le quotidien public de la rue de l'Aéroport, après le réaménagement du gouvernement le 2 octobre, le président de la République a réuni l'équipe Yan 3 pour l'instruire d'accélérer la mise en œuvre de 2 dossiers sensibles. Les préparatifs des CAN et le plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Les infrastructures sont en ligne de mire et le chef de l'État précise à l'intention du gouvernement que le peuple camerounais attend. En écho, le Premier ministre Philémon Yan promet que son équipe et lui vont travailler et réussir ensemble. Et en croire le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République, la priorité sera accordée à la protection des populations et de leurs biens. Plus encore, la compassion ne fera jamais défaut aux Camerounais qui en auront besoin. C'est ainsi que le président de la République a décrété la journée du 16 octobre dernier, journée de deuil national après le drame de la Mecque. C'était à l'issue du conseil ministériel de jeudi dernier, le deuxième en l'espace de 10 mois. Preuve, selon le quotidien Le Jour, que le président de la République exige des résultats de tous les ministres, y compris les nouveaux en plein apprentissage, à l'instar des forces de défense camerounaises qui vont se mettre à l'école américaine. En effet, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le gouvernement américain va déployer 300 militaires à l'extrême nord. La nouvelle expression qui comprend cette présence américaine en terre camerounaise soutient que les troupes du pays de l'oncle Sam vont conduire des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne, et ceci au nom de la sécurité dans le golfe de Guinée.
Le journaliste Séverin Tchunke soutient par ailleurs que, conscient de la place de choix qu'occupe le Cameroun dans la nouvelle politique africaine des États-Unis et prenant en compte le rôle que joue le Cameroun pour la sécurité dans la région du lac Tchad et dans le golfe de Guinée, où il a des intérêts, Washington a accepté d'intervenir efficacement. Et quand bien même le quotidien Le Jour s'interroge sur ce que cherchent les armées étrangères au Cameroun, notamment ces guerriers des USA, l'enseignant de géopolitique Alain Foguet réplique que l'objectif est de sécuriser le territoire américain à partir de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, souligne Cameroun Tribune, le président de la République, Paul Biya, salue l'appui américain dans un communiqué de presse. Avec cet apport américain, Cameroun Tribune peut confirmer que le Cameroun est au cœur du dispositif de paix et de sécurité en Afrique, d'autant que l'accord de siège de la base logistique de la force africaine en attente a été signé lundi dernier à Yaoundé par le ministre de la Défense et le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaël Chergui, qui en outre a été reçu en audience par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'Union africaine reconnaissante soutient avec le journal public de la rue de l'aéroport que l'engagement du Cameroun se confirme. Notre pays accueille donc officiellement la base logistique pour des opérations qui pourraient commencer à Douala en janvier 2016. Il n'en fallait pas plus au géostratège Joseph Toudaïbodé pour préciser que cet acte améliore la visibilité du Cameroun, voire sa crédibilité auprès des forces de défense nationales, mais aussi auprès des institutions internationales. L'Union africaine notamment, qui, comme le révèle Mutation, a versé en régularisation au Cameroun les 5 milliards de primes dues au casque bleu. La revue de presse était sur la scène. Retour au fil rouge de scène de presse sur l'importance de ces lendemains de conseil ministériel où le chef de l'État, une fois de plus, définit le cap en cette période charnière de mi-mandat à 3 ans de la fin du septennat des grandes réalisations. Un impératif, transformer les grandes réalisations en grandes réussites. Et le chef de l'État lui-même a commencé par relever ce qu'il a appelé les déficiences de son gouvernement, les déficiences à corriger. Il en a énuméré quelques-unes, la coordination gouvernementale, la sous-consommation des crédits, l'indiscipline, j'en oublie. Et sur la question, j'accueille le ministre Abou Mathieu. Merci, monsieur le ministre, et bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Le diagnostic qui a été fait, les diagnostics qui sont faits sont loin d'être exhaustifs. Si l'on vous demandait en un mot, comme en quelques mots, de définir de quoi souffre le patient camerounais. Eh bien, le patient qu'est l'administration publique camerounaise souffre d'un manque de performance. C'est ça mon diagnostic. Je précise qu'il faut distinguer les résultats et la performance. Lorsque, par exemple, pour que tout le monde puisse comprendre, lorsqu'un instituteur donne un problème d'arithmétique à des élèves d'une classe du cours élémentaire, il dit vous le traitez en 20 minutes, celui qui le traite en 15 minutes est performant. Mais s'il y en a qui le traitent en 2 heures, un jour, et qui trouvent les résultats, il aura bien trouvé les résultats, mais il n'est pas performant. Ou qui vient à la session de rattrapage. Oui. Donc, le problème, le mal du Cameroun, c'est cela. C'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié 3 termes que le chef de l'État a utilisés, ou tout au moins auquel il a renvoyé. L'inventivité, la créativité, et la focalisation sur des résultats concrets. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes et sur lesquelles nous pourrions revenir. Viviane Ndoabiolé, on revient, on est vraiment au cœur de vos problématiques des recherches. Il y a une interrogation rhétorique du chef de l'État que j'aime à rappeler. Que nous manque-t-il au regard du potentiel sur lequel tout le monde s'accorde, notre potentiel des richesses, des viviers de croissance? Que nous manque-t-il? Oui, je pense que déjà, il faut relever ce que nous avons. Il faut dire que nous avons des personnels qui sont là. Nous avons, on le dit, un taux de croissance de 6,3, 6,5. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux si nous observons un minimum de principes de management. Moi, j'ai relevé 3 principales incohérences qui pourraient nous empêcher d'être plus performants. La première, c'est la coordination. C'est vrai, le président de la République lui-même l'a dit.
Et les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour étayer ce problème de coordination sont des éléments qui sont affichés. Parce que lorsque le président de la République revient sur des priorités en termes de résultats, les CAN 2016, 2019, le plan d'urgence et la sécurité, ça semble très clair. Malheureusement, lorsqu'on observe la coordination gouvernementale, cette fois-là affichée à travers les communiqués qui sont diffusés au peuple, parce qu'il faut dire, lorsqu'on parle de coordination, il peut y avoir plusieurs niveaux de coordination. La coordination, c'est vrai au niveau des ministères, au niveau des comités, des services, mais il faut dire que le conseil de cabinet constitue quand même l'une des coordinations stratégiques. Et c'est d'ailleurs la seule coordination qui donne lieu et qui est sanctionnée par un communiqué. Donc à travers ce communiqué, qui est en fait une information qui est rendue publique, et on pourrait dire que c'est une très bonne chose parce qu'il y a quand même une communication entre le gouvernement et le peuple. À travers ces communiqués, on pourrait également lire ou bien questionner l'alignement qui est entre les objectifs stratégiques, les éléments qui sont débattus en conseil de ministres et peut-être d'autres éléments au niveau opérationnel. Alors ce qu'on observe au moins au niveau du discours, c'est qu'il y a une sorte d'incohérence, il y a une sorte de faible arrimage, de faible alignement entre ces priorités et les débats qui sont menés au niveau des conseils de ministres. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque vous allez dans les thèmes, parce que les thèmes sont rendus publics, vous prenez les cas comme mars 2014, 27 mars 2014, on nous dit le gouvernement a planché sur la déconcentration de la gestion des personnels de l'État. Ça, c'est le fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec les priorités qui sont affichées. C'est peut-être important, mais c'est peut-être pas priorité et pas du tout ou très aligné aux priorités. Je prends un autre 25 septembre 2014. Dernier exemple. Produits made in Cameroun. 27 novembre. Gouvernance électronique, c'est vraiment des communiqués autour des moyens, autour du fonctionnement du gouvernement et pas toujours centré autour des priorités en termes de rendre compte des véritables projets qui sont exécutés. Moi, je crois que c'est une incohérence qui est une incohérence assez palpable. C'est d'autant plus que cette incohérence se répercute parfois au niveau des ministères. Lorsque vous suivez la présentation des vœux, ce qui est affiché dans le discours du ministre n'est pas toujours suivi au niveau des réunions de coordination. Voilà la première. Pour la deuxième incohérence, permettez-moi de revenir là-dessus. On peut poser la question de savoir s'il y a une véritable adéquation entre le discours et les actes. Je vais prendre deux exemples simples. Le premier porte sur un texte qui est pris. Je prends le cas de la taxe sur les bénéfices non commerciaux de 16,5% qui doit être appliquée aux revenus non commerciaux. On imagine que le gouvernement, dans le cadre du financement de ces projets, décide de mobiliser des ressources financières pour financer les investissements, pour avoir recours à l'endettement, ce qui est fait. On peut également avoir recours à l'épargne locale à travers les ménages, à travers le secteur privé, mais aussi à travers l'État. Alors l'État décide de s'organiser et met en place un impôt qui permet de prélever une partie des ressources qui devraient normalement servir à financer les investissements. Mais qu'est-ce qu'on observe? Dès que cet impôt est pris, il devrait normalement, entre autres, s'appliquer aux frais de cession des conseils d'administration. Mais on a observé que presque tous les conseils d'administration ont revalorisé leurs frais de cession, justement pour ne pas subir cet impôt. Et finalement, l'épargne qui était visée n'est pas collectée. Et dans certains cas, parfois, on revalorise à l'unité supérieure et l'État paie même de l'argent. Et quand on voit qui sont les présidents des conseils d'administration, qui sont les membres, c'est l'élite administrative. Donc finalement, le système a développé une sorte d'inertie structurelle. On le dit en gestion, c'est la capacité d'une organisation à pouvoir se régénérer, quelles que soient les innovations qu'on peut vouloir apporter. C'est bon, Mayanga. Une réaction à c'est une ingénierie de détournement. Tout à fait. Mais moi, j'ai beaucoup aimé votre sous-titrage pour dire que les ministres sont sous pression. Ils doivent comprendre que la gesticulation est terminée, le louvoiement est terminé, le discours est même terminé. C'est pour ça que le ministre a rappelé tout à l'heure les propos du président de la République. Un gouvernement des missions. Il faut inventer, il faut créer et surtout il faut réaliser. Et le président l'a dit, les Camerounais attendent. Nous le leur devons. C'est un honneur certainement d'être ministre. Et le président a dit, c'est davantage de responsabilité. Une lourde responsabilité, une lourde charge. Donc, maintenant que les gens trouvent des subterfuges, c'est terminé là. Le président leur met la pression, le peuple met la pression parce que le peuple attend. N'oublions pas que le président de la République, lui, il a été élu sur la base d'un programme de grandes réalisations qui ne tiendrait pas si on continue à faire des louvoiements, si on continue à faire des... Et le temps court, voilà. On est à 3 ans de la fin de ce septennat des grandes réalisations. Monsieur le ministre, on a souvent reproché à des ministres, parce que si on leur demande de faire preuve d'inventivité, c'est qu'ils ont souvent été sans idée.
certains ministres, dans tous les cas. Et un chroniqueur, à l'époque, Jean-Claude Autou, disait que le problème de nos ministres, c'est que justement, il manque d'audace. Et on avait l'impression que certains ministres, pour eux, il fallait agir moins, ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit, pour durer. Ils ne parlent pas, ils n'agissent pas pour durer. Et on a eu l'impression que dans certains cas, ça marchait, qu'il y avait un problème avec ce qui bougeait. Alors, on change d'air, on change de paradigme. D'abord, je ne suis pas sûr que ce que Jean-Claude Autou a dit soit vrai. Vous savez, ce que les ministres font, ils ne viennent pas sur les plateaux de télévision le dire. Ils ont un certain nombre de contraintes pour s'exprimer, etc. Mais on ne voit pas toujours les résultats. Oui, d'accord. J'y reviens. Et je peux vous dire que le Cameroun est l'un des rares pays qui peut aligner 1000 gouvernements de 100 membres chacun avec des gens extrêmement compétents. Le problème n'est pas la compétence, le problème est ailleurs. Je voudrais vous renvoyer à un document qui a été publié en août dernier par la Fondation africaine sur le renforcement des capacités avec le MINEPAT et le MINFI. Il y a 56 indicateurs, pour certains nous avons très bien, assez bien, mais je voudrais en retenir 3 qui vont dans le sens de notre débat. Je les ai notés là. Coordination des politiques et réactivité des administrations. Nous avons reçu 1,5 sur 6, c'est-à-dire 7,5 sur 30. C'est un document validé par le gouvernement. Deuxième indicateur, accaparement de pouvoirs d'État par les groupes d'intérêt. C'est-à-dire, est-ce qu'on défend l'intérêt général au sens de l'État ou que ce sont les corporations, les communautés, les groupes d'âge, les groupes philosophiques ou ésotériques qui ont la prééminence. Et là, nous avons reçu 1,5 sur 6, c'est-à-dire 7,5 sur 3. Le dernier indicateur, c'est la promotion du mérite et de l'éthique. Et là, nous avons 1 sur 6, c'est-à-dire 5 sur 30. C'est une auto-évaluation, c'est-à-dire les membres du gouvernement y ont participé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos institutions et notre administration publique ne fonctionnent pas dans la logique de la performance. Et là, il y a un déclic qu'il faut donner, il y a un nouvel esprit qu'il faut insuffler pour provoquer des nouvelles attitudes, des nouvelles mentalités, un meilleur sens de l'État, le zèle de la patrie, la défense du bien commun, pour que quelque chose puisse bouger. Mais là, je voudrais mettre en garde parce que généralement, quand on entend ces grands mots, on se dit c'est le président de la République qui doit prendre telle décision, c'est le ministre tel, c'est le premier ministre. C'est vrai, ils ont à leur niveau des responsabilités à assumer et des missions à accomplir. Mais cela, c'est nous tous, chacun à son niveau de responsabilité qui doit le faire. Ce n'est pas le président qui va venir dans une entreprise publique pour dire au directeur général, il faut que dans votre administration, on suive la performance. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que on insuffle cet esprit, on crée cette âme. Malheureusement, je termine par là, ce que nous faisons habituellement, jusqu'ici tout au moins, c'est que nous nous contentons de prendre des outils, le budget programme, la feuille de route, la gestion axée sur les résultats, etc. Mais, Aimé Robert, les outils ont une âme. Et l'âme des outils s'adapte très facilement à l'âme d'une société. Si une société ne poursuit pas la performance, les outils ne rendront pas cette société performante. Et même la qualité et le talent ne suffiront pas. Dernier exemple. Prenez les Lions indomptables en 2002. Je servais à l'étranger à l'époque et mes collègues américains, européens, japonais m'ont dit, pour une fois, l'Afrique aura une équipe au moins en demi-finale, sinon en finale. Les Lions indomptables. Félicitations par anticipation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas franchi le premier tour. Pourquoi? Parce que cette équipe ne fonctionnait pas dans la logique de la performance. Absolument. Donc je crois que c'est très important de susciter ce nouvel esprit. Et ça, c'est la tâche de nous tous, avec comme déclic le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Sauf que Benjamin Gérard, au fond, ce n'est pas la première fois qu'on est tous d'accord qu'il faut changer de paradigme, il faut s'inscrire dans une logique de gouvernance. Cette fois-ci, ça va se faire, ça peut se faire. Ce n'est même pas la première fois. Nouveau. Ce n'est pas que la première fois que le chef de l'État lui-même est obligé de tirer la sonnette d'alarme.
Je voudrais penser que lorsque ça arrive déjà comme de manière régulière, que tout le monde avise qu'il y a un problème, il faudrait que ceux qui ont la haute responsabilité de gérer la République sachent qu'on n'est pas d'accord de la manière dont les choses sont faites. Et on n'est tellement pas d'accord aujourd'hui que regardez une commune comme celle de Ngokmapoubi qui n'arrive pas à recevoir ce qui lui est dû. En tout cas, ce pourquoi elle doit assurer le développement local à partir des mécanismes de décentralisation. Parce qu'il se pourrait qu'il y a des braves illuminés qui sont à un certain niveau et qui ne trouvent pas l'opportunité à faire ce qu'il faut faire à l'instant T pour que absolument le développement de Ngokmapoubi suive. J'ai pris un exemple comme au hasard. C'est qu'aujourd'hui, chaque fois que nous parlons, nous sommes rentrés maîtres dans l'art de la parlerie. Je voudrais prêter cette expression pour que régulièrement nous soyons en train seulement de dire ce que nous aurions dû faire. Nous soyons seulement en train de dire ce qu'on nous a demandé de faire, en oubliant exactement que plutôt que de penser à cela, il faut se mettre au travail. Nous rappelons régulièrement pour le libéralisme communautaire, peut-être même sans en connaître les couleurs, nous pensons aussi à ce qu'il faut pour que nous soyons hommes d'État pour servir le pays, mais nous oublions que chaque matin, il faut effectivement le faire. Il faut effectivement se mettre au travail pour que nous avancions de 2 ou de 3 pas vers le développement. Nous Alors, on va je chute, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi il n'y a pas l'autoroute depuis longtemps entre Yaoundé et Douala? Parce qu'il y a effectivement ceux qui ont pensé qu'il n'y avait pas suffisamment de voitures pour rouler sur cette route, pour qu'on en fasse une autoroute. Il fallait attendre encore un peu. Ils n'ont pas attendu 2 ans. Les accidents ont commencé à tuer les Camerounais sur l'axe. Il faudrait que nous soyons proactifs, que les gens pensent que le Cameroun a besoin de quelque chose de sérieux. Et nous voyageons régulièrement pour voir ce que les autres font. Mais Benjamin Gérard, bon, ça c'est un avis partagé, une opinion partagée, mais après, le problème c'est que ça ne se fait pas. Et d'où la question centrale. Qu'est-ce qui pose problème? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est à cette question que je vais vous ramener après l'élément que nous allons suivre, parce que le gouvernement est malgré tout au travail et on va en voir l'illustration au sortir de la 2e édition des journées de l'économie sociale et de l'artisanat. Le ministre des PME, du bien nommé ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurence Getuningwa, en dresse une esquisse de bilan en focus de scène de presse. Ceux qui sont dans le secteur de la transformation ou de la conservation sont ceux qui se sont le plus plaints. Or, dans le même secteur, transformation et conservation de nos produits de consommation de masse, nous avons un programme qui date de 2011, le PACD-PME, qui a quand même des conditionnalités à remplir, mais qui donne globalement des crédits à taux zéro et des subventions. C'est-à-dire que quand vous gagnez 70 millions au PACD, on vous dit, voici l'appui de l'État. L'appui de l'État, c'est 15 millions. C'est donné pour que vous puissiez bien mener votre affaire. Et on vous dit, voici 55 millions en termes de crédit, mais à taux d'intérêt zéro. Le PACD fonctionne, il y a des success stories là-dedans. Il est bon que les opérateurs prennent aussi un peu de risques. Le premier problème à la base est le problème de communication. Il faut que ce qui est fait soit connu. Le chef de l'État l'a dit chaque fois, que c'est bien de faire des choses, mais c'est mieux de les faire connaître. Donc, à partir du moment où ces produits sont mis en place, ne sont pas connus du grand public, l'écoulement devient un problème difficile. Il faut faire une étude de marché pour savoir que, par exemple,
les produits, les solutions thérapeutiques qui sont majoritairement synthétisées dans le Grand Nord du Cameroun, à l'ouest du Cameroun, en zone forestière. Le Cameroun est un pays où cette activité est uniformisée aujourd'hui. Il faudrait que les divers domaines où on manufacture, parce que c'est ça qu'il s'agit, on manufacture ces produits, soient d'abord connus. Donc c'est un problème de communication. Deuxièmement, il faut s'intéresser à la qualité du produit, puisqu'il va être compétitif. Il y a des produits semblables qui viennent de Chine, mais la norme et les standards sont déjà connus pour ces produits qui viennent de Chine, sauf ceux qui viennent par le marché noir, parce qu'on ne va pas dire que là-bas, il n'y a que les produits normés. Et il faudrait que nos artisans, nos opérateurs du secteur de l'économie sociale acceptent les conditions d'examen de leurs produits. Le secteur de l'artisanat, la révolution continue, elle est visible. Il faut rendre fonctionnel tout ce que nous avons mis en place. Le secteur de la PME, nous sommes en train de rendre fonctionnel tout ce que nous avons mis en place, mais nous attendons maintenant que les acteurs aillent à l'école. Parce qu'au niveau du secteur de la PME, la compétitivité s'apprend. Elle couvre plusieurs domaines. C'est pour cela que nous avons la mise à niveau, la sous-traitance, nous avons les procédures de création d'entreprises qui sont en train d'aller vers le numérique, etc., etc. Il faudrait que les bénéficiaires s'approprient tout cela pour qu'ils puissent donc œuvrer à l'aise dans leur secteur d'activité. Et le secteur de l'économie sociale est celui qui est en train d'être mis en orbite en dernier, après les deux précédents. Le plus difficile ici, c'est que nous n'avons pas une méthodologie classique. Nous avons affaire à des groupes de personnes, des groupes d'acteurs dans les secteurs classiques qui font donc aujourd'hui cette économie sociale. Parce qu'il ne faut pas penser que l'économie sociale traite d'autres choses. Ça traite d'agriculture, ça traite d'élevage, ça traite finance, ça traite santé. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est les mentalités de ceux qui forment les coopératives, de ceux qui forment les associations, de ceux qui forment les mutuelles, qu'il faut essayer de converger de manière positive pour que les actions qui sont menées soient bien menées. Laurent Serge Toundingwa, une des figures de ce gouvernement du 2 octobre, un gouvernement qui doit faire plus, qui doit faire mieux. Le chef de l'État a fixé le cap et le cadre, une vision Cameroun émergent en 2035, un DSE qui vise à moderniser le Cameroun et un plan d'urgence pour répondre aux besoins urgents des populations. Monsieur le ministre, question simple, comment donc lever aujourd'hui les freins à la vision du chef de l'État, à la transformation du pays? Ben, je crois qu'il faut d'abord identifier de manière sereine et sincère les causes. Et ce dont nous parlions tout à l'heure, on peut trouver 3 principales causes. La première, c'est le système de gestion en honneur dans notre pays. Je vous donne un seul exemple, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai fait vérifier par l'Observatoire des fonctions publiques africaines à Cotonou. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où les fonctionnaires avancent dans leur carrière sans évaluation. Vous venez au travail, vous avancez. Vous ne venez pas, vous avancez. Vous abandonnez le poste, vous allez travailler dans le privé. Si votre patron est de connivence avec vous, vous partagez l'argent, vous continuez à avancer dans la fonction publique. Or, l'avancement des grades détermine la carrière pour la nomination des postes. Voilà un problème. Donc, le système de gestion. Le deuxième problème, c'est la culture de gestion que nous avons dans notre subconscient. On n'a pas de culture du résultat. Non, on n'a pas de culture du résultat. On n'a pas de culture de sanction. Et je parle de sanctions positives, de sanctions négatives. La dernière chose, c'est l'environnement de gestion. L'environnement de gestion est très important parce que vous pouvez être extrêmement intègre, extrêmement compétent. Si tout autour de vous, personne ne vient au travail, votre patron lui-même, quand vous lui envoyez un rapport, dit écoutez, mettez-moi ça de côté, naturellement,
vous finirez par être découragé. Il ne faut pas oublier que la nature humaine cherche toujours à maximiser les avantages individuels. Donc, je crois que si nous adressons ces 3 axes de manière sincère, critique, efficace, on parlait de performance, là, nous parlerons d'efficience, de pertinence, d'efficacité, de cohérence, etc. Si on le fait, nous pouvons trouver des solutions. Et nous reviendrons probablement sur les solutions. Je m'en tiens d'abord aux causes. Embrayons sur les solutions, parce que l'horloge tourne. Comment lever les obstacles? Le temps court, on parle de l'absence de culture des résultats, culture des délais, mais là nous avons les délais, nous avons des échéances, il faut les tenir. Oui, il y a une seule solution. Hein. Et avant de présenter cette solution, permettez-moi d'attirer l'attention sur un phénomène qui commence à être inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'on fait du management de la rue. Tout le monde sait maintenant, pour avoir accès à son droit, il faut faire grève. Les Lions l'ont fait, ils ont eu gain de cause. Les Lions l'ont fait, Lions du foot, Lions des foot. Maintenant, les Lions afro-basket. Les militaires même l'ont fait, ils sont allés dans la rue. Donc, il y a ce phénomène qui commence à devenir un phénomène inquiétant. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut la prise en main du système de gouvernance. Il faudrait que les processus qui sont mis en place dans les organisations puissent permettre de résoudre les problèmes pour que les problèmes ne se résolvent pas dans la rue et que le président de la République, en Dieu sauveur, vienne agir. Moi, je pense qu'on a une marge de manœuvre qui permet déjà aux gestionnaires d'être à l'écoute, parce que parfois, c'est un problème d'écoute. Alors moi, je disais qu'il y a une seule solution. En gestion, lorsqu'on est en situation d'opportunisme, comme c'est le cas, il y a une seule chose, inciter et sanctionner. Ça fait longtemps, vous l'avez dit, que le discours est connu, ça fait longtemps que l'inertie est décriée. On ne va pas attendre, parce qu'il faut le dire également, que nous ne sommes pas des êtres angéliques. Lorsque vous mettez un individu dans les conditions, il peut tricher, voler, etc., il le fera. Donc, de manière intrinsèque, il est de montrer que l'homme est essentiellement maximisateur et porté vers ses intérêts personnels. Ça veut dire qu'il faut mettre des systèmes en place qui permettent de contrôler, de rendre compte et ensuite de sanctionner. Maintenant, on s'est rendu compte que ces systèmes de gouvernance existent. Parce que vous allez voir tous les textes, hein. Il y a un conseil d'administration, il y a une inspection générale dans les ministères, mais il y a une connivence collective. Et moi, je crois qu'il faut un électrochoc, justement, pour que les gens se rendent compte que nous sommes comme dans une maison qu'on décapite. Une personne enlève le toit, une autre enlève la lumière, et puis nous sommes tous surpris d'être sous la lumière et dans l'obscurité. Moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité solidaire. Et lorsque les dénonciations sont faites, il faut également que ces dénonciations soient suivies des faits. Les cadres inférieurs ont l'impression, un, de ne pas être à l'écoute, deux, à la limite, tout le monde se bat pour être à l'élite, au niveau de l'élite administrative, pour gagner le maximum qu'il peut gagner, s'occuper de ses enfants. Malheureusement, à long terme, c'est une stratégie qui ne va pas donner. Lorsque nous voyons le problème de migration ailleurs, on a l'impression que ça ailleurs, bientôt, les gens vont escalader nos portails. Parce que la recherche du bien-être... Venant de nos villages. Bien sûr, l'urbanisation le montre à soi. Alors, Simon Mayanga, un auteur, Alain Didier Olinga, pour décrire un peu ce phénomène où on fait semblant d'avancer, il parle de mouvement stationnaire ou d'immobilisme agité, où on se baisse d'illusions qu'on avance alors qu'on n'avance pas. Le RDPC, principal parti au pouvoir, a une responsabilité écrasante parce que vous contrôlez les principaux leviers du pouvoir, les mairies, 300 mairies, 300 communes sur 360, le gouvernement de la République, parti majoritaire, les différentes institutions de l'État. L'exemple doit venir aussi de là pour tirer le reste de l'appareil de l'État. Oui, les exemples existent. Moi, j'ai la chance de travailler pour une entreprise, pour ne pas la nommer, la CNPS, où les résultats sont éclatants, sont visibles. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision, et le président de la République l'a dit, il y a une vision à long terme qui existe, horizon 2035, émergence du Cameroun. Mais pourquoi tous vos camarades ne font donc pas comme la CNPS? Et on les laisse là, ils font 10 ans, 15 ans, sans résultat. Justement, je dis, nous venons de très loin, et quelqu'un a parlé de sanctions aujourd'hui, ici, et il y a la nécessaire sanction. Donc, il y a la performance, il y a l'évaluation qu'il faut bien établir. Il y a des gens qui ont pris des bails dans les entreprises, c'est vrai. Il y a des gens qui ont pris des bails au gouvernement. On le voit à peine, ils ne prennent pas la parole parce qu'ils préservent un poste. Donc, les gens sont dans un fonctionnement individuel ou alors individualiste et même égoïste. Il y a cette absence de patriotisme, le président de la République l'a dit, de culture, de service et de l'intérêt général. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait que nous sommes aujourd'hui à discourir,
à continuer à discourir alors que le peuple attend, le président de la République l'a dit, le peuple attend, nous le lui devons. Donc il faut copier un peu ce qui se passe ici, ailleurs, on prend du bon. À la CNP, je l'ai dit, il y a un plan stratégique, il y a une évaluation trimestrielle, elle a dit mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Vous êtes bon. Vous avez une sanction positive, promotion, prime, etc. Vous êtes mauvais, on vous limoge, quel que soit votre statut, quelles que soient vos origines. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter de contenter les gens. On a eu à un moment donné une distribution, j'allais dire politique, des postes de responsabilité. C'est terminé, ça? C'était le gâteau national. C'est terminé, le gâteau national? Le paradigme a changé. Okay. Il faut bien qu'on comprenne qu'il faut prendre les meilleurs ici ou là. Il faut prendre les meilleurs qui peuvent faire les résultats. Non, en tout cas, le président lui attend. Le président attend les résultats, il a pris des engagements et on le prendra au mot. Moi, je suis à la communication du parti. Je serai très à l'aise de défendre le moment venu le bilan du président sur la base des résultats. Et donc, ceux qui sont nos camarades et qui ont la charge de ces programmes-là, ils doivent se rendre bien compte qu'ils ont une immense responsabilité. Non seulement vis-à-vis du peuple camerounais, mais dans l'histoire du Cameroun. Alors, je voudrais justement, en un petit mot, en 30 secondes d'ailleurs, dire que ce que Simon Mayanga dit m'incite quand même à dire quelque chose. Hein. Lorsque vous avez dans un système ou dans une chaîne une seule personne qui travaille, les transformations structurelles ne seront pas visibles. Il faut que tout le monde soit au rendez-vous au même moment. C'est ça lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats au-delà des discours. Soit ça se passe bien là-bas, si ça se passe mal ailleurs, les résultats seront dilués et les changements observables ne seront pas vécus. Parce qu'à la fin, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin que tous ces discours stratégiques puissent se transformer en fait réel. Lorsqu'on parle d'émergence, ça veut dire quoi pour l'habitant de Doumé, de chez moi? Ça veut dire que, dites-lui qu'il aura de la lumière, il aura de l'eau, il ne l'aura que lorsque nous tous nous serons au rendez-vous. Pas lorsque une seule personne sera au rendez-vous. Doumé, c'est loin, parler de Tambafia. Voilà. Tambafia à Yaoundé. On a montré un reportage de il n'y a pas d'eau dans un quartier depuis 10 ans. Mais attendez. Si je peux juste répondre dans il n'y a pas de route à Tambafia pour parler de Tambafia. Si je peux répondre juste 1 kilomètre. Et puis il faut qu'on arrête de faire des discours sur des moyens. Il n'y a pas assez d'argent. Produisons des résultats. Si je peux répondre juste une idée en un mot. Je crois que dans ce domaine-là, il faut bien nous dire que l'exemple vient d'en haut. Je vous cite je vous donne un exemple. Un maire RDPC, lors de la réunion des maires au Palais des Congrès, lorsque le ministre lui a dit les maires ne gèrent pas bien, etc., il a pris la parole et il a dit « Je suis maire RDPC. Mais j'attends que les ministres me donnent l'exemple de bonne gestion. Nous gérons mal parce que vous nous donnez le mauvais exemple. Le jour où vous gérerez bien, nous on gérera bien. Pourquoi voulez-vous que nous, les bas d'en bas, nous soyons les premiers alors que vous vous sucrez là-haut ?» Donc, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Le ministre n'était pas... C'est pas l'actuel ministre, c'est un autre. Le ministre n'était pas content. Mais c'est la vérité. Quand nous parlons, tout ce que nous disons là, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. C'est connu. Mais il faut que chacun à son niveau, surtout ceux qui sont au niveau stratégique des décisions, soient les premiers à prendre ces mesures. Et ça va descendre jusqu'à... Alors, monsieur le ministre, moi je voudrais vous interpeller sur la responsabilité des ministres une fois de plus. Oui. Est-ce que nos ministres ont vraiment du pouvoir, des coups de France de faire avancer les choses? Parce que quand on discute avec certains ministres en privé, c'est souvent renversant de les entendre se plaindre, comme le Camerounais ordinaire. Ils versent dans des plaintes et complaintes. On est souvent estomaqué. Mais j'avoue que là, vous me posez une colle. Il y a 29 ans que j'ai quitté le gouvernement. Donc, je ne sais pas comment il fonctionne maintenant. À votre époque? Non, moi, j'avais des positions stratégiques où j'étais secrétaire général de la présidence de la République, je coordonnais le gouvernement, donc je prenais des décisions, je voyais le chef de l'État tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, même les week-ends. Non, là, nous, on prenait des dispositions et on prenait des décisions. Et ça se voyait. Mais je crois que c'est un peu grippé quand même quelque part. Il faut qu'on se le dise sérieusement. Comment imaginer que le pouvoir qui est exercé par le chef de l'État et qui le remet à des personnes qui ont, je voulais dire, plein pouvoir d'agir, soit bloqué? C'est que mon marché n'arrive pas à passer à cause du Minmap. Mon financement n'avance pas à cause du ministère des Finances. Les travaux n'avancent pas à cause du ministère des Travaux. Je n'ai pas de projet à cause du Minepat.
Et je n'ai pas Internet à cause de Camtel. On en parlera tout à l'heure. Camtel donne l'Internet à qui le veut et en temps réel. Non, je voulais dire qu'il faudrait quand même à un moment ou à un autre qu'il y ait cette musique symphonique qui amène à ce que l'action du gouvernement nous paraisse comme celle qui vient d'une équipe concertée. Pas où on a des sons dissonants. Je ne voudrais pas dire quelque chose que je n'ai pas pu vérifier parce que c'était la rue qui racontait. Un ministre, hélas, qui a été démis de ses fonctions au dernier gouvernement, qui aurait repris un autre ministre du fait des lenteurs. Comment peut-on continuer de rester à attendre qu'il y ait un déclic quelque part pour qu'on avance? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui dit arrêtez tout, accélérez? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise accélérons. Parce que l'argent, on dit qu'il n'y a pas. On ne va pas avancer sans argent. C'est clair que s'il n'y a pas d'argent... mais parfois il y a l'argent, on parle de sous-consommation, de prévision. Ce n'est pas l'argent. Le plan d'urgence, il y a l'argent. Et bien Robert, aujourd'hui on parle de sous-consommation. Mais nous savons qu'il y a longtemps, l'aide publique au développement rentrait à 60% sans qu'on ne soit capable de la consommer. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène qui existe dès maintenant. Il existe depuis longtemps. Nous n'avons pas pu l'exorciser. Nous ne savons pas exactement où il faut passer. Pourtant, il suffit seulement qu'il y ait de l'argent pour le planteur du village qui doit mettre sur pied une plantation et que nous ayons des fruits. Il suffit qu'il y ait de l'argent pour celui qui doit construire une route pour qu'on ait cette route. Encore faut-il que cette route existe parce que nous construisons aujourd'hui essentiellement des routes qui sont dépassées depuis 15 ans. Alors, et nous nous employons, on a parlé des stades tout à l'heure, cela est de tous les domaines. Alors justement, Benjamin Gérard, vous me permettez de relancer le ministre sur ce sujet. Oui. Pourquoi on refuse de voir grand? Nos décideurs font le tour du monde, ils voient des choses prodigieuses là-bas, mais quand on vient chez nous, c'est toujours, pas toujours, c'est souvent à courte vue. On prend l'illustration des stades. On nous construit des stades en 2015 sans toiture, alors qu'à côté, en Guinée équatoriale, c'est différent. Au Gabon, c'est différent. On peut l'étendre à tous les domaines. L'aménagement urbain, les routes qu'on fait, les bâtiments qu'on fait, les échangeurs simplifiés. On en a même inventé un vocabulaire précis. Alors que vous, les décideurs, les gens qui sont aux affaires, vous faites le tour du monde, vous allez en vacances chaque année là-bas, vous admirez, pourquoi vous ne dupliquez pas ça chez nous? J'ai passé mes dernières vacances à Maroua, donc je ne vais pas à l'étranger. Mais je vais répondre à votre question. Vous savez, voir grand, c'est une disposition d'esprit. Et ça, c'est plutôt individuel. Alors, je crois que, on a parlé de coordination tout à l'heure, si les projets, prenons les stades, si les caractéristiques des stades avaient été discutées au cours d'un conseil de cabinet pour que tous les autres ministres donnent leur avis, qu'on leur présente la maquette, qu'ils voient, il y aurait eu certainement quelqu'un pour dire, écoutez, ben, on ne peut pas faire ça. Mais le problème est là. Et je crois que c'est mon jeune frère qui l'a dit. Je crois qu'on a des cadres de concertation, mais on ne met pas à l'honneur on ne met pas à l'honneur cette nécessité d'harmoniser la compréhension de ce qu'il y a à faire, cette nécessité de partager sur les politiques publiques, de les formuler ensemble, d'en suivre la mise en œuvre en commun et de les évaluer ensemble pour que chacun puisse rendre des comptes. Pas nécessairement pour qu'on le sanctionne. Parce que les échecs, et c'est là que le président invoque la solidarité, les échecs et les succès doivent être collectifs. C'est une équipe du gouvernement. Ce n'est pas Abouem qui échoue, c'est le gouvernement qui échoue. Donc il faudrait qu'on puisse agir de cette façon-là. Comme ça, on verra plus grand, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura parfois des idées qu'on considérera comme farfelues aujourd'hui, mais qui demain... Je vous cite un exemple. Lorsqu'on construisait le palais de l'Unité dans les années 70, il y a des gens qui avaient, des Français, j'étais avec un architecte français qui avait dit, mais c'est de la folie. J'étais secrétaire général du ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Il dit, mais c'est de la folie ce que vous voulez faire. Mais le palais de l'Unité... C'est notre fierté. C'est une de nos fiertés aujourd'hui. Simon Mayanga, même si les mêmes
pour leur résidence personnelle, ils voient grand. Mais quand c'est le cas, ils ne voient pas grand. Bon, ou pour leurs hôtels. C'est ça le problème du service pour l'intérêt général et pour les intérêts particuliers. Parce que l'autre problème est là. Le service pour les petits calculs individuels et personnels égoïstes. Et non pour l'intérêt général, pour le peuple et pour l'histoire. Mais les paradigmes ont changé malheureusement. Et les peuples voient, le peuple est devenu de plus en plus exigeant. Il demande des comptes. Il demande des comptes aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi... Et le président Paul Biya a saisi le virage. Il a saisi le virage. Il l'a dit. Il a pointé du doigt. Le blocage. Incompréhensible. Lorsque nous sommes tous dans une même équipe, nous avons un même objectif. Pourquoi il existe des blocages? Pourquoi on ne joue pas collectif? On ne joue pas collectif. Lorsque le président est obligé de rappeler que dans des administrations, il existe des ministres délégués, il existe des secrétaires d'État avec lesquels les ministres titulaires doivent travailler. Je connais des administrations où on a mis des ministres délégués de côté, les secrétaires d'État de côté. Ils n'existent pas. Pourquoi? C'est des égos, j'allais dire, individuels, individualistes. Et maintenant, vous avez tout le reste de l'appareillage, fait des cousins, des frères du village, machin, qui doivent venir. Il y a des ministères qui ressemblent à des villages, à des départements. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on remet tout à plat, faire comprendre aux gens, on part sur la base de la compétence et des résultats immédiats, parce que le peuple n'a... Simon, on a 3 ans. Simon, on doit croire à cette remise à plat. Oui, je pense que là, on ne peut plus louvoyer maintenant. Oui. Assez ce qu'on a fait jusque-là qui nous a conduit à des résultats mitigés. Non pas que des choses n'aient pas été faites, parce que nous avons... Non, il y a quand même des choses qui ont été faites. Bon, pour nous, c'est des acquis. On est sur la table avec des journalistes, parce qu'un journaliste, c'est lorsque le train arrive en retard, que là, il y a l'information. L'idée dit que rien n'a été fait. Mais le président de la République lui-même dit il y a énormément de choses encore à faire. Et il ne peut pas se contenter de la demande d'engagement de chacun. Cela demande que chacun rêve d'un grand Cameroun et non d'un petit Cameroun qui se limite à son quartier, à son village ou à sa résidence. Mais c'est un grand Cameroun, une république exemplaire en tout cas. Et dans ce champ, le RDPC, une fois de plus, vous avez vraiment une fonction programmatique parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Tout à fait, même si nous partageons le pouvoir avec les autres compatriotes, mais le RDPC sait qu'il a une grande responsabilité et il n'a jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. Le RDPC est même allé jusqu'à sanctionner ses propres enfants, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut prendre les meilleurs d'entre nous pour accompagner le président dans les réalisations. Madame, c'est votre dernière prise de parole sur le sujet, donc en même temps, concluez. S'il fallait faire, je suis la seule femme, pour une fois je convoque les gens, ce qui m'arrache pas beaucoup. Bon. Alors moi je voulais dire 3 choses, 3 choses simples. Pour conclure. Pour conclure sur ce sujet de la performance, s'il y avait quelque chose à faire dès demain, je crois qu'il y a 3 questions qu'on peut se poser. Est-ce que la structure actuelle, tout le débat sur le nombre de membres du gouvernement, etc., c'est un débat pertinent. Est-ce que la structure actuelle est collée aux priorités? Parce qu'on pourrait également, pour la circonstance, revoir comment est-ce qu'on s'organise. Ou tout au moins, si c'est en l'état qu'on tire les leçons, tout au moins les limites et même les avantages de l'organisation structurelle actuelle. C'est cette organisation qui présente également des problèmes parce qu'il faut le dire, on a l'impression que les ministères fonctionnent de façon cloisonnée. Chaque ministère a son projet, etc. Alors, deuxième chose qu'il faut dire, on ne peut plus faire l'économie de la gestion participative, qu'on le veuille ou pas. Les ministres, les dirigeants, les maîtres d'école et tout ça sont sous pression parce que les populations demandent. Et moi, je voudrais chuter là-dessus, monsieur Aimé Robert, sans toutefois me casser, dit que lorsque nous sommes même dans un plan, le plan doit être flexible. Il y a de nouvelles problématiques, la problématique de l'urbanisation, la problématique même de la cohabitation intergénérationnelle. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que tout ce dont on parle, l'atteinte des résultats, c'est d'abord une aventure humaine. Et une aventure collective au-delà des outils. Il faudrait donc que les gens qui sont ensemble puissent se sentir et avoir envie d'aller ensemble. Moi, je crois que sur ce plan-là, il y a quand même du travail à faire. Monsieur le ministre, le mot de fin sera pour vous sur cette question. Comment faire mieux pour aller plus vite, pour atteindre les objectifs? Je crois que tous ici, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que c'est un impératif et qu'il faut que quelque chose change et tout de suite. Alors, je voudrais juste convoquer Einstein qui disait « les choses vont mal ». Non point parce que les gens font mal, mais parce qu'on laisse faire. Il ne faut plus laisser faire et qu'à tous les niveaux de responsabilité, chacun se dise « maintenant c'est fini, il faut que les choses changent et ça changera ». Les choses vont changer
et nous l'espérons vivement. Et nous passons à toute autre chose, un sujet réjouissant qui dénote de l'expertise camerounaise qui s'arrache un peu partout. La preuve, c'est que c'est un Camerounais qui trônera désormais à la tête de l'Union africaine des radiodiffusions, l'UAR. Il s'agit de Grégoire Ndjaka, l'actuel directeur des ressources humaines à la CRTV, a été élu lors de la dernière assemblée générale de l'UAR, tenue au Sénégal le 5 octobre dernier. Grégoire Ndjaka, du local au global, portrait de la semaine, Martine Noël Ndingue. Le nouveau directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, c'est lui. Grégoire Ndjaka va présider pendant les 4 prochaines années aux destinées de cette institution. Je n'avais pas pensé il y a 5 ou 6 mois que je serais candidat à ce poste, encore moins que je serais directeur général de l'UAR. Je n'ai jamais rêvé à quelque poste que ce soit. Ce qui m'a toujours intéressé dans ma profession, c'est de faire ce que je fais et de le faire avec beaucoup de passion. L'homme dit que ça se fait remarquer par les autres, mais enfin, c'est ce qui m'intéresse. Le DG connaît bien la maison pour y avoir occupé pendant plus de 2 ans le poste de 3e vice-président représentant de la Cameroun Radio Television, un poids lourd au sein de l'UAR qui regroupe les radiodiffuseurs publics et privés d'une 50aine de pays africains. Ce qui a joué en ma faveur, c'est d'abord la réputation de notre pays. Un pays où les médias se portent très bien. Et partout où nous sommes passés, n'est-ce pas, nous sommes laissés dire que la CRTV était un organe respectable et respecté. Et vous savez qu'il y a quelques années, nous avons organisé, 2 ans précisément, nous avons organisé ici l'Assemblée générale de l'UAR. Cette Assemblée générale s'est très bien passée. La CRTV est l'organe le plus présent à l'UAR en termes de présence effective aux réunions, en termes de paiement des contributions, en termes de qualité de personnes qui représentent la CRTV. Donc c'est tout à fait naturellement que nous avons pu cueillir le fruit de ce travail, un travail qui a été fait par l'ensemble de la CRTV et qui a eu la bénédiction du gouvernement de la République. Le journaliste principal hors échelle est un ancien élève de l'école de journalisme de Yaoundé, actuelle ESTIC. Pur produit de la CRTV, 27 ans de carrière au total. Il a intégré l'office après un bref passage au ministère de l'Information de l'époque à la fin de ses études. D'abord par la radio, son premier amour, jusqu'à la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette expérience l'aidera certainement à relever les nombreux défis qui incombent à l'Union africaine de radiodiffusion à l'ère du numérique. La voix de nos télévisions n'est pas toujours entendue. C'est à la dernière minute que l'on vous impose un certain nombre de choses. Il est donc question de mettre ensemble toutes ces télévisions pour que nous ayons aussi notre mot à dire. C'est vrai que pour développer le football, par exemple le sport, il faut des moyens et nous devons contribuer, mais il faut que ces moyens soient proportionnels aux réalités même de notre football et de nos pays. À 53 ans, le nouveau directeur général de l'UAR est aussi l'actuel directeur des ressources humaines de la CRTV. C'est désormais à Dakar, au Sénégal, siège de l'UAR, que cet homme rompu à la tâche devra faire valoir sa riche expérience. Afin de hisser au sommet cet organisme né des cendres de l'UETNA, Union des radios, diffusion et télévision nationale d'Afrique. Ce sera dès janvier 2016. Je ne saurais partir de la CRTV. Je serai peut-être physiquement loin de la CRTV, mais mon cœur va rester ici. La séparation peut être triste, mais je crois que dans ce cas, la tristesse est tout de suite diluée par la joie d'avoir un représentant au sein de cet organisme, un représentant qui va militer et travailler pour les intérêts de la CRTV et du pays. Le Cameroun exporte bien son expertise en même temps que on reste dans le champ de la communication de manière générale avec la dernière une de scène de presse et cette bonne nouvelle qu'on a enregistrée en semaine à travers ce hôte chinois, Yimin Lu,
président directeur général de la China Unicom, qui a donc signé un protocole d'accord relatif notamment à la construction d'une liaison de câbles sous-marins entre le Cameroun et le Brésil. Benjamin Gérard Souzo, d'abord l'importance de ce protocole. Disons que j'ai bien aimé que vous ayez agencé cette émission de manière à ce qu'on sorte par là après que on aura eu quelques frayeurs dans nos propres réflexions et propres propos. Je vois un sous-titrage, le paradoxe comme tel. Non, ce n'est pas un paradoxe. Nous sommes à cette fin de semaine par un événement qui fera date, qu'il faudra bien retenir. En fait, c'est qu'un pays africain, pour la première fois, va détenir un câble sous-marin. Voilà ce qu'il faut retenir des conventions qui ont été signées cette semaine. Un pays africain sera propriétaire d'un câble sous-marin. En fait, c'est régulièrement des consortia, des gens qui se retrouvent pour construire un câble sous-marin de manière à le distribuer dans les autres pays. Le Cameroun, jusque-là, était partenaire de certains câbles, notamment le WAX, le SAT3, le S, et maintenant, tout récemment encore, on était à Kribi pour parler du NCSCS, Nigeria to Cameroun Submarine Cable System. Alors, on sera détenteur de ce câble à quelle échéance? Il est question désormais d'avoir un câble personnel. Et nous l'avons déjà parce que la convention qui a été signée n'est pas une vue de l'esprit. C'est que rapidement, dans les 3 prochains mois, les travaux vont effectivement commencer. Le câble partira de Kribi à Fortaleza, au Brésil. Le câble aura 6 000 kilomètres de longueur. Le câble va devoir être propriété du Cameroun à 60%. Mais compte tenu de ce qu'on a quand même... Bon, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les consommateurs? Bien, d'accord. Ce que ça va changer, c'est que... Je vous donne une idée de ce que nous avons aujourd'hui comme capacité. Le WAX, plus le S qui n'est pas encore là, plus le SAT3, plus le NCSCS. Nous avons par là 16 terabits. La capacité d'Internet au Cameroun. Mais le câble que nous posons aujourd'hui à lui seul donne au Cameroun la moitié de ce que nous avons déjà. C'est-à-dire que nous faisons un bond sérieux vers l'autonomisation de nos ressources en termes d'Internet. Par conséquent, il ne sera plus possible pour le Cameroun de se plaindre de certaines capacités. Nous pouvons aller dans les détails de consommation, nous pouvons aller jusque dans les coins les plus reculés possibles sans craindre que les capacités de notre consommation soient... Donc, Internet sera plus accessible. Au-delà d'être accessible, il sera nettement moins cher. Nous venons déjà de diviser les coûts de l'Internet par 2 dans le cadre de la nouvelle tarification que M. le directeur général dont M. le directeur général a concédé la décision. Et maintenant que nous avons désormais ce câble, en tout cas c'est à l'horizon 2017, parce que les travaux vont durer 24 mois exactement. Ah, c'est bien, ce sera avant la CAN 2019. Ce sera bien avant, nous sommes dans le chantier de la CAN. Alors, mais Benjamin... Il y a une CAN en 2016, hein. Là, nous ne pourrons pas. C'est vrai que pour les capacités actuelles, nous allons être à la hauteur de la demande. Mais bien après, il faudra aller plus loin. Benjamin Gérard, vous n'êtes pas d'accord avec notre titrail. Je suis plutôt très d'accord. Pour une seule chose, c'est que comme tel est paradoxe parce que... Non, laissez-moi formuler la question. C'est moi qui ai parlé de paradoxe. Je vais vous dire pourquoi je parle de paradoxe. C'est que nous sommes là dans un secteur, c'est l'un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui dans le monde, les télécommunications qui ont enrichi tout le monde. C'est une véritable mine d'or où des géants sont nés, partis de nulle part, y compris au Cameroun. Pourquoi Camtel, jusqu'à ce jour, malgré ce potentiel, malgré la légitimité historique, n'est pas un géant? C'est par la fin qu'il faut justifier cela. Vous avez parlé de légitimité historique. Camtel est l'exemple de ce qui a failli être, le suicide. En 2000, lorsqu'on retire la licence de mobile à Camtel pour la donner à MTN. Le directeur général de l'époque, Mme Ebumbu, avait crié sur le toit pour dire « Voici une gaffe que nous sommes en train de faire » et n'a pas été entendue. J'ai qualifié quelque chose de braves illuminés. Ce n'est pas
ce n'est pas qu'on méprise certaines personnes, c'est qu'en réalité, on s'étonne de comment certains Camerounais parviennent parfois à ne pas regarder leur pays comme une puissance qui peut se développer. Comment certains Camerounais ne pensent pas que le Cameroun a quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, le directeur général de Camtel a pensé simplement qu'il fallait poser un câble. Et il n'avait pas un rond au départ. Mais avant le câble, Benjamin Gérard. Aujourd'hui, avant le câble, vous avez... excusez-moi l'expression. Bon, alors, comme c'est pas une interview, on va permettre à... Je vais donner l'explication que vous voulez et je vais passer. Bon, donnez-la. Nous avons pourquoi arrêté... vous n'êtes pas un géant? Nous avons dans un domaine où tout le monde... Le propriétaire de Camtel, le propriétaire de Camtel, qui est l'État, a décidé d'arrêter d'investir et de privatiser. Pendant 7 ans, la Cameroun Telecommunications n'a pas posé un seul câble de cuivre. 7 ans. On a tout arrêté. Et dans le domaine des télécommunications, plus vous arrêtez, mieux vous mourrez. Il y a un de mes chefs à l'époque, pour le Massaga, je vais le citer ici, qui m'avait demandé de ne plus utiliser cette image, mais je vais la réutiliser ici. Peut-être parce qu'il n'est plus mon chef. Mais surtout parce que je pense qu'elle est sérieuse. Camtel n'est pas morte parce que Camtel était trop forte. Vous ne pouvez pas permettre, empêcher, je voulais dire, à une entreprise qui doit rester dans la mouvance d'investir. Conséquence, celles qui sont venues et qui ont pris la licence qu'on avait, on leur a permis de se déployer. Ils sont allés jusque dans les coins les plus reculés de la République. Ils ont recruté les abonnés. Et c'est en ce temps-là seulement qu'on entend la petite voix du DG qui dit « Est-ce que vous ne voyez pas que Camtel est en train de mourir parce qu'on a décidé d'arrêter ?» On a dit on privatise en l'État, c'est-à-dire on prend tout ce qui est infrastructure, on prend tout ce qui est service et on envoie je ne sais dans quel abîme. Aujourd'hui, nous sommes curieux de se rendre à l'évidence que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Parce que Camtel, qui est en train de renaître de je ne sais où, je ne sais pas où c'est venu, est maintenant en train de se remettre dans la surface pour présenter ce que les Camerounais sont capables de faire de leurs propres entreprises. Il faudrait que ça serve de leçon à d'autres qui veulent mourir sans avoir à se défendre. Il faut se battre. Il faut oser. Simon Mayanga. Oui, je vais prendre deux images. Deux images, n'en déplaise à mon ami... Benjamin Gérard. Et camarade de parti. Camarade de parti. Je vous ai dit, je travaille pour un organisme, la CNPS, et Dieu sait combien de mails j'ai reçus dans ma boîte depuis la semaine dernière, parce que la CNPS, tout a été automatisé en termes de télédéclaration, etc. Et notre premier fournisseur d'accès Internet, c'est bien Camtel. Notre télédéclaration n'a pas fonctionné toute la semaine dernière à cause de Camtel. Premier exemple. Deuxième exemple, je ne sais pas combien de modems Internet j'ai acheté chez moi, en tant que personnel. J'ai acheté un modem Camtel, que j'ai tout de suite abandonné pour prendre un modem G3. Donc, je comprends les explications qu'il donne, mais moi je suis consommateur. Je veux le service. Qu'est-ce que je fais? Benjamin Gérard. Je réponds rapidement. Simon Mayanga était un exemple isolé. Vraiment, non. Oui, je vais le dire comme ça. La CNPS, c'est la bonne Je vais vous dire, c'est seulement le qui parle ici, mais la CNPS, c'est 53 000 employeurs. Vous reprenez 53 000 employés. Employeurs. En termes d'entreprise. Qui veulent télédéclarer tous les mois. Et s'ils ne déclarent pas au 15 du mois, ils sont sanctionnés. Il y a des pénalités. Alors je vais expliquer. Nous parlons de ce paradoxe. Mais ce paradoxe est beaucoup plus la difficulté de ceux qui utilisent l'Internet. Il y en a qui pensent que le problème de l'Internet est essentiellement celui du service que Camtel doit apporter. Vous avez oublié que l'Internet est à la fois le service, mais c'est également l'outil. Il y a une entreprise dont je vais taire le nom ici pour éviter de polémiquer, qui a demandé à Camtel 8 gigabits secondes pour ses services. Et les 8 gigabits arrivent jusqu'à l'entrée de la machine et après il n'y en a plus. Apprenez à vous équiper de manière à ce que le service que vous demandez, vous soyez capable de l'utiliser. Parce qu'en réalité, il est difficile. Non, Camtel n'est pas vendeur de quincaillerie. Ce n'est pas à Camtel qu'il faut trouver l'explication. Trouvez l'explication auprès de ceux de qui vous avez les équipements.
N'oubliez pas que les équipements qui sont vendus ici, c'est régulièrement du Dubaï. Ça se passe. Mauvaise qualité. Lorsque l'équipement est de mauvaise qualité, l'Internet sera de mauvaise qualité. Lorsque vous avez une clé comme telle et que votre laptop est un laptop de je ne sais quelle génération. Que voulez-vous que ce petit équipement fasse? C'est entendu. C'est entendu. C'est entendu. De l'adéquation entre... Une autre consommatrice, ce que moi je voudrais dire à notre camarade de parti. On a invité que les RDPCistes ici. Le grand parti national. Ce que je voudrais dire, c'est que le consommateur n'a pas besoin de toutes ces explications. Comme tel, et nous avons besoin d'un service. Maintenant, quand le consommateur vient se plaindre, vous lui racontez tout ce qui se passe au plan technique, mais vous travaillez pour lui, vous ne travaillez pas pour lui expliquer qu'il doit comprendre qu'il n'est pas Internet. Moi, je pense qu'il faut peut-être inverser le discours. Arrangez-vous avec vos partenaires. Quand on fait un abonnement, il faut qu'on ait la connexion. Le consommateur paye pour le service. Maintenant, il y a 10 000 personnes dans la chaîne. Il y en a 3. La personne qu'on a en face, c'est Camtel. Le service après-vente de Camtel, vous voulez qu'on en parle? Oui. Bon, on n'en a pas le temps ici. Je rappelle quand même, Benjamin Gérard, pour utiliser une image, le dernier opérateur Cameroun sans publicité, Nestel, c'est le Camtel du Vietnam, entre guillemets. En effet. C'est-à-dire l'opérateur public. 2000 abonnés. Alors, c'est pour dire que, je reviens à ma question, pourquoi vous n'êtes pas un géant? Voilà. Pourquoi vous ne jouez pas, vous ne vous hissez pas au top dans ce secteur où tout le monde se fait de l'argent, où tout le monde roule sur l'or? Au Cameroun, et même pourquoi vous ne vous exportez pas? Non, on a commencé l'exportation. N'oubliez pas que le Tchad reçoit l'Internet aujourd'hui grâce à Camtel. On a commencé l'exportation. Permettez-moi de dire quelque chose de pas très agréable. Camtel est une entreprise qui appartient aux Camerounais, qui n'appartient pas à des individus à part. Il se pourrait que ça marche mieux quand c'est des individus qui se retrouvent et que ça ne marche pas mieux quand c'est l'État lui-même qui doit s'assurer qu'il a participé à promouvoir. Si vous avez une entreprise où la concurrence est difficile. Pourquoi la concurrence est difficile pour Camtel? La concurrence est difficile pour Camtel simplement parce qu'aujourd'hui, vous vous imaginez pour que Camtel fasse passer un marché de 10 millions pour des équipements pour avancer? C'est 3 mois. Ce qu'un sous-directeur d'une autre entreprise peut faire en 10 secondes. Oui. Alors, lorsque nous sommes dans cette situation, comment voulez-vous qu'on soit capable de faire face à la concurrence? Comment voulez-vous que Camtel qui se doit, nous parlons de la convention de cette semaine, vous savez qu'elle pouvait ne pas avoir lieu pour la responsabilité de quelqu'un qui soit a compris ce qu'on lui demandait, soit comprenait mais ne voulait pas, soit comprenait et n'a pas compris et attendait autre chose. Je voulais dire, nous sommes dans une situation... 5 secondes. Oui, je chute par là. Nous sommes dans une situation où chaque entreprise publique nationale doit être soutenue dans une politique cohérente par l'État pour amener ces entreprises à être compétitives, à être concurrentielles. Nextel, qui est arrivé aujourd'hui, est capable de faire la commande de 3000 BTS pour couvrir le réseau national. Camtel, pour avoir 100 BTS, il lui faut 1 an et demi, parce qu'il peut aussi arriver que le marché reste dans un ministère qui a été récemment créé et que ça fasse 2 ans sans arriver. Ou même qu'on achève un marché sans avoir reçu la maîtrise d'œuvre, parce que le marché de la maîtrise d'œuvre est quelque part, il y en a qui sont sûrement en train de nous regarder et qui savent de quoi on parle. Alors, ça va nous ramener au problème de coordination et pourquoi pas et de blocage et de procédure et même puisque vous êtes camarades de parti, pourquoi au sortir des meetings vous ne pouvez pas régler ces problèmes aussi? Simon Mayango sorti des meetings entre camarades. Il faut aller questionner la façon dont chacun est arrivé au RDPC, ce que chacun cherche au RDPC. C'est qu'il y fait même. Alors, on va sortir en feuilletant les carnets de santé, en feuilletant les carnets de santé de scène de presse avec un sujet qui a fait que le Cameroun a failli être un peu au banc de la communauté internationale, entre guillemets, à cause de la poliomyélite, où le Cameroun a été déclaré
une épidémie a donc été déclarée une fois de plus en 2013, alors qu'on croyait qu'on en avait terminé. Et là, les pouvoirs publics ont mis les bouchées doubles pour en finir avec la polio. Où en est-on? Gladys Le Bouddha répond à cette question dans le zooming de Scène de Presse. Novembre 2013. Devant les caméras de l'OMS, la douleur du petit Gédéon Amal-Antoine fait frissonner tout le système de santé camerounais. La maladie de Gédéon a commencé par la fièvre. Il sentait mal au ventre. Il sentait aussi mal au rein. Et il sentait mal à la tête aussi. Après les examens, on a confirmé que c'était la poliomyélite. Avec Gédéon, la polio actait son comeback au Cameroun après 4 ans de silence. Très vite, l'alerte à l'épidémie tient en haleine tout le pays. En octobre 2013, nous avons subitement dû faire face à des cas de polio à l'ouest, 4 cas. Nous avons engagé les actions de riposte conséquentes, des campagnes de masse ciblées. Mais malheureusement, d'autres cas de polio ont continué à être notifiés dans la région du centre, de l'Est et du Sud en 2014. À un moment donné, nous étions pays exportateurs de la polio parce que un enfant avait séjourné dans notre pays et était parti faire la polio dans un pays voisin. Entre les murs du ministère de la Santé, la riposte s'organise. En 18 mois, pas moins de 16 campagnes de vaccination sillonnent écoles et domiciles pour prévenir cette maladie incurable et cruellement handicapante. Nous avons mis en œuvre les dispositifs qui sont prescrits par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir revacciner toute la cible, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, au même moment. Jusqu'en septembre 2015 et depuis 2013, c'est près d'une quinzaine de campagnes qui ont été engagées. L'éclaircie attendra la mi-2014. Petit à petit, le Cameroun sort de la zone rouge, principalement grâce au financement des partenaires au développement. L'argent investi se chiffre en milliards. Une campagne coûte environ 1 milliard. Tous frais confondus, achat de vaccins et autres. C'est donc très important. Donc on peut dire que depuis que nous faisons 16 campagnes, c'est près de 16 milliards qui ont été engagés pour nos enfants. Depuis le mois de février, l'Organisation mondiale de la santé, suite à une évaluation indépendante, a effectivement constaté que les actions mises en œuvre ont permis d'arrêter la circulation du poliovirus sauvage. Pionnier de la lutte contre la polio dans le monde, le Rotary Club se fera cette semaine le porte-voix de la persévérance. Rotary a en quelque sorte engagé son honneur en disant la polio sera éradiquée et il faut que cette promesse soit tenue. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement proches. Et il y a une action qui dit on n'est qu'à ça. Mais il y a plusieurs années qu'on dit ça. Mais ce ça-là diminue chaque année. Et on ira jusqu'à ce que les deux doigts se touchent, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de moindre cas de polio dans le monde. Le 24 octobre prochain, une marche de mobilisation rythmera la ville de Douala pour booster la vigilance à quelques encablures d'une éradication complète de la polio. Dernière articulation de Scène de Presse, les unes du lundi, Aurélie et des nôtres. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aimé Robert, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, comme tous les dimanches, pour notre revue des unes du lundi. On va commencer par Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national. Coopération militaire Cameroun-États-Unis, ça monte d'un cran. C'est la grande une de Cameroun Tribune, donc, comme je vous le disais. Le président de la République, Paul Biya, a reçu vendredi dernier le général David Rodriguez, commandant du Centre de commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM en abrégé,
Au menu de l'entretien, l'important appui en hommes, 300 marines, en matériel apporté au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. C'est donc à lire en page 2. Le journal de Marie-Claire Nana revient sur le Hadj 2015, la mémoire des victimes honorées. La journée de deuil national vendredi a été observée dans le recueillement et la prière à travers le pays sur fond de gratitude de la communauté musulmane à l'endroit du président de la République. C'est à lire en page 7. La coopération bilatérale est à la une du quotidien Émergence avec l'ambassadrice de France au Cameroun qui se confie. Le journal de Magnus Biaga nous révèle que dans une interview exclusive accordée à Émergence, Christine Robichon parle des intérêts géostratégiques de la France au Cameroun, de la montée en puissance de la Chine, de la guerre contre Boko Haram et du rapport d'Amnesty International qui met l'armée camerounaise à l'index quant aux accusations de viol des droits de l'homme. Émergence revient aussi sur l'information de 300 marines au Cameroun en deuxième une. BIA concède la création d'une base militaire américaine à Garoua. Les détails sont à lire en page 6. À la une du quotidien Mutation, accident de circulation, Henri Eyebe-Aïssi échappe à la mort. Le journal de Xavier Messé affirme que le véhicule du ministre de l'Agriculture a été percuté en fin de semaine par un grumier au quartier Olembe, ici à Yaoundé, et que suite à cette mésaventure, l'ex-consul PA a été transporté au Centre national des urgences où il a passé une nuit sous observation. En page 5 du quotidien privé de la rue de l'Aéroport, vous lirez le reportage sur le site de l'accident. En pied de une de mutation, Cameroun, la réforme universitaire 22 ans après. Dans les pages 7 à 10, retrouvez le point sur les infrastructures, les équipements, l'offre d'enseignement et le système d'évaluation, entre autres. Et puis sport, Jeux olympiques 2016, les Lions n'iront malheureusement pas à Rio. Le Cameroun s'est incliné ce dimanche à Harare face au Zimbabwe. Et c'est donc sur cette une que s'achève notre revue des unes du lundi. Le reste de l'actualité des journaux sont en kiosque. Faites-y un tour, vous aurez tous les détails. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, l'information est en ligne. Ne l'oubliez pas, la primeur de l'info, c'est sur Scène de Presse. À dimanche. Merci Aurélie, il ne me reste plus qu'à remercier nos invités, Simon Mayanga, Viviane Ondoa Biwele, le ministre Abou Machoy, qui prouve qu'il y a une vie bien remplie après la fonction ministérielle, et puis Benjamin Gérard Assozor. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, la presse et de la scène. Bonsoir.